Miguel Caron vient d'émettre l'hypothèse qu'il y a pu avoir une relation entre les organisations paysannes et les mouvements régionalistes en Bretagne et en Galice. Au-delà de cela, nous allons, avec les interventions de Jesús de Juana, de Sébastien Carnet, sí, tú primero. O sea, según el programa venía Sébastien Carnet. Pero podemos intervertir, no hay problema. Jesús primero, entonces. En Galice, Jesús de Juana, en la Universidad de Río, en Orense. Preciso. Bueno, tienes la palabra. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, quiero en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer la invitación que me han hecho los organizadores de este coloquio, especialmente al profesor Ramón Villares y al profesor Pascual Rey, al que conozco y aprecio desde hace 30 años, cuando nos trató de manera maravillosa en una estancia que tuvimos en Rennes. El profesor Xavier Castro y yo, y él era el presidente, el rector de San Brasil. Y en segundo lugar, pues quiero también mostrar mi satisfacción por poder intervenir acerca de estos dos territorios, Bretaña y Galicia, que son para mí muy queridos. Bueno, antes de hablar brevemente del regionalismo galego, porque del regionalismo bretón hablará nuestro colega Sebastián Carrey, de alguna manera, que es especialista en el tema, pues permítame dar unas cativas, unas pequenas pinceladas de aquellos momentos que se afunden los tempos das lendas e os mitos e que coñeceronse e iniciaron a súa relación ambos povos que habitaron os dous fisterres romanos. Esta mañana algo falou el profesor Villares de isto. E despois vou falar, como les digo, do regionalismo galego, que para los colegas gallegos no les voy a decir nada nuevo, porque este tema está ya muy estudiado, últimamente además se han publicado excelentes monografías, pero quizá sí puede ser de algún interés para los colegas franceses. Y al final, en las conclusiones, vou centrarme principalmente en dar una visión xeral dos argumentos e propósitos que levaron a algunos galegos e bretóns a defender e loitar por as súas particularidades fronte a dinámica uniformizadora e centralizadora dos novos estados europeos, neste caso o francés e o español, que se configuran ao longo do século XIX, primeiras décadas do XX, colocando como límite cronolóxico do regionalismo e do nacionalismo galego los anos 30 hasta a Guerra Civil. Ben, un notable periodista español chamado Feliciano Fidalgo, que morreu en 1999 e que traballou durante 25 anos en París, primero como corresponsal del periódico Ya, de la esencia Logos, e despois no diario El País, del que foi precisamente un dos seus fundadores, que coñeceu como poucos a trascenda da oposición ao franquismo e o desenvolvemento de ETA ao tempo que penetrou no coñecemento da sociedade francesa, que lle reconoceu como un dos corresponsais estrangeiros máis importantes, nun dos seus espléndidos reportaxes dedicado neste caso a Bretaña e publicado no País o 7 de setembro de 1979, dixo, e a mi entender con gran perspicacia, que Bretaña sería outra Córcega de haber nacido isla, pero es igual a Galicia. E dicía isto fundamentalmente porque Bretaña, como Galicia, e tamén como Córcega, todo hai que dicilo, sufrió as consecuencias de ser unha región periférica, rural, abandonada, en certo grau, despensa de homes para as guerras e para a emigración. E non lle faltaba razón ao periodista berciano, pero só en parte porque a grande diferencia entre a illa mediterránea e as dúas fisterras europeas é que estas últimas pertencen a un universo simbólico e cultural próximo como membros dunha antigua comunidade atlántica que funde os seus imaginarios no mundo do celtismo. De tal xeito que podemos decir metafóricamente que Galicia linda ao norte con Irlanda e Inglaterra e ao nordeste con Bretaña, mar por medio, expresión ainda utilizada nas escrituras de propiedade na costa norte galega, que é recoñecida no Real Decreto do Regulamento Xeral de Costas de 2014.
Poderíamos engadir tamén a súa afinidade xeográfica comparando ambas as dúas costas e as curiosas similitudes paisaxísticas e climáticas. E que decir dos recentes estudios xenéticos, como os elaborados por os profesores Daniel Bradley do Trinity College de Dublín ou Brian Sykes da Universidade de Oxford, que, baseándose en análisis de ADN, como di o profesor desta Universidade de Santiago, Blázquez Caeiro, parecen confirmar que las poblaciones del occidente de Europa, desde Bretaña a Galicia, Irlanda y Gran Bretaña, guardan base genética similar que han sabido mantener a lo largo de los años y que se corresponde con la herencia dejada por los primeros pobladores europeos, una gran migración ocurrida fai unos 6.000 ou 7.000 anos. A verdade é que cara poñería o almirante Nelson se hubiera sabido que os mariños galegos e bretóns que tanto combateu eran primos afastados seus. O certo é que estes estudios etnosémicos veñen a apuntalar as ideas dos vellos historiadores galegos, como Barea de Aguiar ou Manuel Mutía, pero tamén Florentino López Cubillas, Otero Pedrallo, Vicente Risco, por citar algúns, na súa defensa do substrato céltico daquela sociedade da antigua Galaecia, composta por os galaicos lucenses e bracarenses, astures transmontani e asturicenses. Deste modo teñen sentido as antiguas lendas medievais, como as incluídas no libro das invasións, en gaélico Lemor Gabala Eren, escrito alrededor do 1100, onde se relatan dun xeito mítico as invasións de Irlanda e os heróis e reis que van se sucedendo ata a expedición dos fillos de Mil dende España a Irlanda. Na parte segunda deste libro se di textualmente: despois Breogán fundou unha cidade en España llamada Brigantia y construyó una torre al lado llamada la Torre de Breogán. O polifacético Álvaro Cunqueiro, do cual tamén honramos nestos días, nun artigo titulado El faro de la Coruña y las estrellas, publicado en La Voz de Galicia, La Voz de la Coruña el 1 del 9 del 54, dice que el más antiguo poeta coruñés de nombre conocido fue Quiola Callonjín, que escribió en el Lea Bar Gabala lo siguiente: mantuvieron combates y batallas contra las huestes numerosas de España. Breogán venció, que era el campeón, por él Brigancia fue fundada. Breogán convértese así no mítico rei celta galego que funda unha cidade que pode ser Betanzos ou A Coruña, na honra da deusa Brigantia, e construye un gran torre ao canón de mar, que ali pode ser a Torre de Hércules, desde a que o seu fillo It divisa as costas irlandesas e decide ir a coñecelas. Alá é asesinado e o seu pai Breogán envía unha expedición de vinganza mandada por Mil, que derrota aos Danán e conquista na verde illa do norte que xa en desamais abandonarán dende entón. Coñécese a existencia da diócese de Bretoña, fundada por bretóns, que hoxe a identificaríamos como a de Mondoñedo Ferrol, e o seu bispo Maeloc está citado no Concilio de Braga do ano 572. Breogán sería así o eslabón mítico que cingiría o mundo atlántico celta co pobo galaico e que na literatura romántica do XIX convertiríase no pai de Galicia e a esta en Nazón ou Fogar de Breogán, tal e como expresa o seu himno dende 1907, recollido do poema Os Pinos, composto polo barco Eduardo Pondal e a música de Pascual Leira. E quizáis a expresión máis atinada de Irmandade Celta en Galicia sexa o himno da Organización Juvenil Nacionalista Galega, fundada en 1932 por Álvaro das Casas, chamada Ultrella, titulado significativamente Céltica, e que empeza cos nomes das 7 nacións celtas filla de Breogán: Ei Armónica, Cornubia e Cambria, Escotia, Erín, Galicia e a Illa de Man son as 7 nacións celtas fillas do pai Breogán. Miña patria Galicia, ti és e ti serás cos teus verdes agros o máis quente fogar. Evidentemente, a armónica é a versión francesa situada en tiempos remotos entre os ríos Sena e Loira, que desde a invasión bretona entre os séculos V e VII pasa a denominarse Britania. Cornubia ven ser o condado inglés de Cornwall. Cambria é a forma latinizada do antigo inglés con Broch, como patriota. Escotia provén de Escota, a mellor do invasor Mil,
morta na batalla de Silat-Mis, en que derrotan os Tuatha de Danann, antigos habitantes da illa e que ainda permanecen no simbolismo popular escocés como os nosos mouros en Galicia. Erin é o nome gaélico de Irlanda e a illa de Man, como se sabe, pertence a Gran Bretaña. E por fin, para non hacer máis longo este relato de relacións e concomitancias personais e culturais dos bretóns e galegos, desde os escuros tempos dos mitos e lendas hasta os históricos e máis próximos a nós, só quedame lembrar, dun xeito moi breve e conciso, porque é suficientemente coñecido, o Roman de Pontius e de la Belle-Sidoine, libriño francés de caballerías con grabados de autor descoñecido e escrito na derradeira década do século XIV ou principios do XV, que narra a historia do príncipe galaico Pontius, fillo do rei Tibur, que tivo que fuxir a Bretaña cando os sarracenos invaderon Galicia e mataron ao seu pai. Na corte bretona namórase da Belle-Sidoine, a máis doce e máis gentil dama do reino de Francia e de Bretaña, di a narración, filla do rei bretón coa que casa despois de vencer aos mellores cabaleiros do momento no torneo celebrado no bosque de Brocelandia, entre eles o rei de Borgoña, e de reconquistar Galicia coa axuda de tropas bretonas, inglesas e irlandesas. Deste xeito, os dous reinos, Bretaña e Galicia, por heranza do seu sogro e do seu pai, quedaron vencellados nun mesmo destino. Para que non falten de nada neste imaginario medieval, a feliz parella volvería a Galicia para facer a peregrinación a Compostela e Pontius despois volverá a España a continuar a loita contra os sarracenos, un exército composto por baróns bretóns de Anjou, de Maine, de Poitou, de Touraine e de Normandía. No trasfondo do perigo e ameaza que significaban as tropas maometanas neste tempo para Europa, podemos concluir que a imaxe que nos ofrece este libro francés de aventuras do rei galego Pontus, que reinará durante moitos anos, é a de que é un modelo de cabaleiro que loita contra os enemigos dos cristianos, que mantén unha verdadeira fidelidade á súa amada, e é un campeón de Deus que defende uns ideais de honor e justiza. Este breve libriño foi como un manual de ensinanza para os mozos nobles da época, para que aprenderan a comportarse, a ser prudentes e valentes, a ser generosos e homes de honor. Pero ao que respecta ao noso propósito, o máis importante desta noveliña é que inclui a Galicia e a Bretaña, mas tamén a Gran Bretaña, Cornualles, Escocia e Irlanda, nese mundo dos países célticos que teñen vencellos de unidade ante o perigo común, relacións comerciales e de parentesco e, ao cabo, unas lembranzas históricas semellantes que se alongan intemporalmente nos tempos oscuros da historia. Este pancentismo, só apuntado brevemente en liñas anteriores, vai fundamentar teórica e doctrinalmente en boa medida ao galeguismo, ao movimento político-cultural que personificou a defensa dos intereses e das aspiracións de Galicia pola súa pertenza a unha civilización atlántica distinta á mediterránea e latina que representaba España. Inda que ahora vamos a pasar a dar unos breves puntos sobre el galeguismo. Inda que algunos intelectuais galeguistas, como Otero ou Figueira Valverde, teñen apuntado que os orixes precursores e difusos do galeguismo atópanse xa nos textos dos ilustrados galegos, como el Padre Feijó, el Padre Sarmiento, Cornide, o Lucas Labrada, por citar algunos, e que durante a Guerra de Independencia, ou de España na terminoloxía francesa, funcionou brevemente un poder autónomo como a Xunta Suprema de Galicia e utilizouse a lingua galega como instrumento de movilización. A verdade é que o que coñécese como resurgimento cultural galego non chega ata a etapa chamada provincialista, na que no contexto da división provincial de Javier de Burgos, en 1833, e a incidencia do movimento romántico, surge unha xeración de intelectuais e escritores que, a través fundamentalmente dunha numerosa serie de publicacións, van descubrir e reivindicar a historia, a lengua e os costumes de Galicia. E agora, cando, por primeira vez, Berea e Aguiar, na súa Historia de Galicia, explicita en 1838 a pertenza de Galicia ao mundo céltico. Esta xeración, que podemos chamar de Antolín Faraldo, por ser o máis representativo da mesma, queda esvaecida ao producirse o fracaso do pronunciamento progresista de 1846,
ao que habían apoiado con firmeza. O sexenio democrático alterou de modo sustancial a evolución política española, facendo prevalecer a dinámica autoritarismo e democratización sobre a cuestión propiamente nacional, inda que, como sinala atinadamente Xosé Manuel Núñez, o prevalente republicanismo federal vaise reforzar cos postulados de origen cultural romántico de afirmación regional. Una segunda xeración provincialista, na que teríamos que dedicar como precursores a Pintos, como a Gaita Gallega, e sobre todo a Rosalía, cos seus cantares galegos, no ano 63, inicia un verdadeiro resurgimento literario con algunas novidades interesantes, como a denuncia contra o caciquismo, que fai Curros, ou o descubrimento do mundo campesiño como depositario do ser galego, como fai Lamas Carvajal, que enfunda o primeiro xornal escrito en galego, Marcos da Portela, dirixido especialmente para ele. Aparecen as primeiras gramáticas galegas e a partir dos anos 80 multiplícanse os xornais, revistas, autores e obras orientadas á defensa de Galicia e da súa cultura e ao uso da lingua escrita galega. Ao tempo, mantíñase e divulgábase inda máis a historia centrista galega con Víctor Iceto e máis tarde con Manuel Murguía, su esplendida y voluminosa historia de Galicia, y luego otros historiadores como Teta Mancica, Rey López Ferreiro, por citar algunos. O regionalismo propiamente dito, igual que o catalán ou o vasco, inscribirse dentro de un amplio concepto de crítica ao modelo de organización política da España da Restauración. A diferencia do federalismo, de raíz moito máis popular, os seus principales apoios residen en sectores tradicionalistas do carlismo moderado en unha pequena parte da burguesía comercial e urbana. As principais figuras do regionalismo de esa procedencia van ser Aureliano J. Pereira, Alfredo Brañas e Manuel Murguía, que personifican outras tantas tendencias ideolóxicas que conviven no seo do movimento, a federalista, a tradicionalista e a liberal. A primeira, o regionalismo federal, o máis minoritario, afunde as súas raíces no republicanismo democrático de base campesiña e pequeno burguesa. Os seus orixes relacionanse coa radicalización dun sector do progresismo na etapa isabelina que fai propostas descentralizadoras do poder estatal. A iniciativa política de maior calado foi a elaboración de un proxecto de constitución do Estado galaico que foi aprobado en 1887 e que apostaba por un modelo de descentralización política por acordo das unidades básicas que eran os Estados federados. O regionalismo tradicionalista bebe nas fontes do catolicismo integrista, polo que mostrase hostil a todo o que sone a liberalismo e capitalismo. Propugna unha especie de corporativismo económico e político e defende un modelo de descentralización que ten moito de resurrección dos privilegios e liberdades do antigo réxime, sempre tomando ao catolicismo como norma orientadora da orde política e social. Todo isto despréndese dos escritos de Alfredo Brañas, especialmente das súas bases generales de regionalismo, publicadas en 1892, nas que se deseña un modelo de descentralización administrativa en aspectos como o financiero ou o judicial. O regionalismo liberal, herdeiro do provincialismo, aspira a unha verdadeira democratización do país, ao seu desenrolo económico e modernización social, acompañada de unha galicización política e cultural. As súas bases atópanse na burguesía máis progresista e as clases medias e urbanas, inda que o campesiñado sigue sendo o depositario máis puro do ser galego. Para o seu máximo representante, o historiador e arquiveiro Manuel Martínez Murguía, a nación é o resultado da comunión entre a raza e o territorio da que nace un volsqueis no espírito do povo no transcurso da historia propia. Tamén a lingua tendría un importante papel. A confluencia destas tres correntes dará como resultado a aparición da primeira organización política, a Asociación Regionalista Gallega, en 1890, da que Murguía foi elegido presidente. O seu programa, suficientemente ambiguo para ser asumido por todos os sectores, inscríbese dentro da liña anticadiquil, descentralizadora e galeguista.
O reducido dos seus apoios ás tensións e as diferentes correntes de grupos e a evolución política e profesional de algún dos seus máis destacados líderes fan agonizar lentamente a asociación que centrou a súa escasa actividade na organización dos xogos florais, o enterro dos restos de Rosalía de Castro en Santo Domingo de Naval e a defensa da Capitanía Xeral de A Coruña fronte ao intento do seu traslado a León. A sensación de ruptura acentúase a partir da fundación da Liga Gallega, en 1897, por parte de Murguía e os seus seguidores coruñeses, que ofrece como novidade máis interesante a defensa da cooficialidade do galego e o castelán, así como a reivindicación para Galicia dun estatus autonómico semellante ao concedido a Cuba e Puerto Rico. O Grupo Compostelán vai crear a Liga Gallega de Santiago en 1898, facendo inviable calquer intento de unidade. A morte de Obrañas en 1900 significará o seu final. A situación cambia radicalmente a partir de 1906, ano en que se funda a Real Academia Galega, e un ano máis tarde, a imitación da experiencia homónima catalán, nace Solidaridade Gallega como resultado da confluencia dunha serie de forzas que se mantiñan ao marxe do sistema político da restauración. Republicanos como Moreno Barcia, tradicionalistas como Vázquez de Mella e regionalistas como Murguía, Carré, Lugrís e outros. O seu principal voceiro va a ser A Nosa Terra, que se inicia en agosto de 1907, dirixida por Uxío Carré. O 14 de decembro aparece o Manifesto Solidario, orientado á participación electoral e defensa dos intereses económicos e políticos do país. Pero, na mentres en Cataluña, o éxito electoral sentaba as bases para a apertura de novos campos de participación política para as súas forzas regionalistas, en Galicia non se obtivo representación parlamentaria e tivo que dirixir os seus esforzos noutras direccións, como a súa participación no movimento agrarista nas asambleas de Monforte ata a súa desaparición en 1912. O tránsito entre o regionalismo e as irmandades da fala pode situarse na aparición da revista Estudios Gallegos, en 1915, dirixida por Aurelio Ribalta desde Madrid. A campaña en favor da recuperación do idioma e a cultura galega emprendida desde esta tribuna vai ter continuación nos artigos de Antón Vilar Ponte, publicados en La Voz de Galicia, e a creación da Liga de Amigos del Idioma Gallego, que convocará unha reunión nos locais da Real Academia Galega o 18 de maio de 1916, a que asisten destacadas figuras do regionalismo e da intelectualidade e da que surgirá a primeira Irmandade dos Amigos da Fala de A Coruña. As irmandades multiplícanse con rapidez con uso excesivo de índole cultural, fomentar o uso galego, facilitar o acceso aos medios de comunicación dos escritores en lingua galega, recuperar as manifestacións culturais propias, estimular o coñecemento do seu pasado, etc. O 14 de novembro de 1916 reaparece de novo A Nosa Terra, portavoz das novas formulacións galeguistas e punto de partida de un importante troco. A partir de agora comezase a falar da recuperación económica do país e da necesidade de unha descentralización política. O apoio económico e político de Francesc Cambó, interesado en exportar a Galicia unha experiencia como a que lideraba Cataluña, posibilita a formación dunha alianza para presentarse ás eleccións de febreiro de 1918, nas que os candidatos galegos van fracasar sin paréticos. A primeira Asamblea Nacionalista de Lugo, o 17 e 18 de novembro de 1918, serviu para que as distintas tendencias que convivían as irmandades articularan xa un programa político. Entre outras cousas, no documento reclámase a autonomía integral da nación galega dentro dun Estado federal aberto á incorporación do país irmán Portugal e a creación dun marco político institucional co seu Parlamento e goberno propios. Desde o punto de vista económico era máis impreciso, inda que prestaba unha atención especial aos problemas da terra. A publicación en 1920 da teoría do nacionalismo galego de Vicente Rico marca un fito decisivo na construcción do discurso nacionalista.
Nesta obra, o escritor ourensán concibe a nación como un feito biolóxico independente da vontade dos homes en oposición á idea liberal e francesa da punta de xeral. A interacción de raza e terra é o que será particular Borges, o espírito do povo galego, indica que a lingua continúa sendo un factor clave na diferenciación. Non existe unha nación española, sino un Estado plurinacional na que unha das súas partes, Estela, explota e oprime as demais, Galicia, Cataluña e Euskadi. Galicia existe desde tempos inmemoriais, mantendo a súa esencia nacional ao longo dos séculos, que a historia, e aí a súa importancia, debe mostrar. Esta concepción da nación galega será sustancialmente aceptada por as diferentes correntes que conviven no seu nacionalismo durante os anos 20 e ata a Guerra Civil. A derrota electoral de 1918 afectou as discrepancias entre os partidarios da conta política, como o Partido Barea, Partido Novo, Similar, etc., máis preto da tendencia liberal democrática e os defensores da tendencia culturalista ou neotradicionalista, como Losada Diegue, Risco ou Otero, consumándose a ruptura de ambos grupos tras la Asamblea de Monforte de Lemos en 1922. A continuación aparece a Irmandade Nacionalista Galega, este mismo 92, organización dirixida por Vicente Risco, cuso programa político, máis alá do seu radical abstencionismo electoral e do rexeitamento á colaboración con outras forzas, non difire sustancialmente do adoptado en 1921 polas Irmandades, a non ser polo novidoso intento de achegarse ás sociedades agrarias e por tratar de estreitar os seus lazos con formacións políticas análogas de Cataluña e o País Vasco. Destes contactos nacerá a Triple Alianza ou, como dicíase no seu inicio, Pacto de Amistad e Alianza entre os patriotas de Cataluña, Euskadi e Galicia, asinado en Barcelona o 11 de setembro de 1923, que renovaríase de novo 10 anos máis tarde en Caleuca, en 1933. A dictadura de Primo de Rivera restrinse prácticamente o eido de actuación dos galeguistas ao ámbito estrictamente cultural. Son os anos dourados da xeración Nos, que toma o seu nome da revista homónima nacida en Ourense en 1920 e que, dirixida por Risco, secundan figuras como Castelao, Otero, López Villa, Noverol, entre outros. Paralelamente, produce un achegamento da fracción coruñesa dirixida por Pilar Conde a un destacado sector do republicanismo dirixido por Casares Quiroga, do que nacerá en setembro de 1929 a Organización Republicana Gallega Autónoma Orga. Inda que formalmente foi presentada como unha plataforma para a acción nacionalista, a súa actuación inscríbese máis dentro de unha dinámica españolista. Por iso, a sexta Asamblea das Irmandades, que celebrouse a Coruña en abril de 1930, rematou nun fracaso propiciado por o Pacto de Lestrobe, que se había realizado el 16 de marzo, no que a Orga optou pola confluencia con a Alianza Republicana, que por entón aglutinaba o Partido Radical e a diversos grupos federalistas na Federación Republicana Gallega. Mentres Casares utilizaba esta federación como plataforma para facerse un ojo entre os asistentes ao Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, representantes do nacionalismo, Castelao e Otero, do agrarismo, como Basilio Álvarez, e del republicanismo, como Portela Valladares e o mesmo Casares, suscriben o compromiso de Barantes, en outubro de 1930, no que se propugnaba a consecución de unha autonomía plena para Galicia, a cooficialidade do galego e do castelán, a galicización do ensino e a universidade, a liberalización da terra e a dignificación social do campesinato. Proclamada a República, o escaso entusiasmo autonomista da Orga e a fracasada tentativa de impoñer un modelo de constitución federal provocan novos movimentos no pseudo-nacionalismo. Como resultado destes, celébrase nos días 5 e 6 de decembro de 1931 unha asamblea en Pontevedra na que acórdase a fundación do Partido Galeguista, resultado da integración de ata 32 organizacións repartidas por toda Galicia.
Entre os seus objetivos programáticos figuraba a defensa do dereito de autodeterminación, pero aceptaba a autonomía como objetivo mínimo dentro de unha perspectiva federalista. A isto habría que engadir toda unha serie de reivindicacións que o configuraban como un partido con aspiraciones integradoras e progresivamente interclasista que, por mor da guerra civil, non podemos saber se conseguiría co tempo ter unha ampla implantación social e unha sólida estructura organizativa. O máis importante, logo, que se fixo durante a República foi la redacción e finalmente a aprobación do Estatuto de Galicia, que finalmente foi plebiscitado afirmativamente por os galegos o 28 de suño de 1936 e o 15 de suyo entraba nas Cortes, pero como todo mundo sabe, a sublevación militar, que iniciase só 3 días máis tarde, impediu a súa aprobación e frustrou as esperanzas que a súa ratificación despertara en boa parte de Galicia. Ben, e como reflexión finais, podemos decir que os elementos orgánicos e objetivos que propician o nacemento de dous regionalismos, sobre todo no galego, desde o meu punto de vista, e que van ser comuns aos dous, poden ser resumidos e concentrados, no meu entender, digo, principalmente nunha historia particular, unha cultura diferenciada e unha lingua propia. A existencia de unha historia particular ten sido sempre fundamental no nacemento de calquera regionalismo e na formación das nacións modernas, porque desempeña a decisiva función de esclarecer a identidade comunitaria. A historia é a que pode recuperar o pasado propio, as bases perdurables da comunidade, as orixes para construir a nación. Tamén o regionalismo impulsou a sí mismo a defensa dunha identidade cultural, da existencia dunha cultura diferenciada, dun patrimonio simbólico, religioso e material colectivo. Os povos galego e bretón son os creadores dos códigos culturais e os guardiáns das súas tradicións que, na dialéctica histórica, representarían as permanencias fronte aos cambios, manténdonos no tempo as súas peculiares modos de ser, de facer e de pensar, e deste xeito garantir a continuidade da diferenciación. E o terceiro alicerce vai ser a existencia dunha lingua particular que tiña que se impulsar, estudiar e dignificar, sobre todo no seu uso escrito como vehículo cultural e intelectual. A lingua propia e distinta vai ser un dos elementos máis indiscutibles de identificación dun pobo respecto aos demais. Ademais desas tres pedras angulares, bastante xerais, por outra parte, dos distintos movimentos ideolóxicos deste signo, no caso de Galicia e Bretaña podemos agarrar outros peculiares que tamén comparten, como, en primer lugar, un espazo ben definido e limitado, históricamente aberto ao mar e pechado en parte cara ao interior por maciços montañosos e por ausencia de vías fácilmente practicables de comunicación. Os límites galaicos, por exemplo, están claramente delimitados desde o século XI polo océano no norte e no oeste, polo Reino de Portugal polo sur e o castelán leonés polo oeste, e desde entón permanecen inalterables. E a Península de Bretaña ten como fronteiras naturales polo norte, o sur e o oeste ao Océano Atlántico, e os seus límites orientais pegan co antigo Reino de Francia alrededor das cidades de Nantes e Rennes. De tal xeito que nos dous casos xa temos un componente fundamental do regionalismo, un territorio propio. En segundo lugar, a importancia do mundo campesino, non só desde o punto de vista económico e como transformador do paisaxe, senón como transmisor da identidade, guardián dos costumes e dos fundamentos culturales. En terceiro lugar, tamén a influencia da Igrexa, non só polo seu tradicional dominio territorial e poboacional, senón pola apreciación popular da pertenza de a súa aldea ou casa a unha determinada parroquia, no concello, que se constitúe no seu lugar de orixe e de relación social e comercial, ademais de religiosa.
E, por último, un dos fenómenos máis influentes entre o formador dos regionalismos, que tamén se falou de elo, será a gran emigración que vai se producir a partir, sobre todo, da segunda metade do século XIX. Ademais da súa importancia en outros eidos, como o económico ou o demográfico, por citar algúns, a emigración permitiu aos galegos e bretóns considerarse como tales a observar os aspectos culturais propios da súa particular identidade fronte a outros individuos diferentes. Ademais destas características comuns fundamentais nas que asentanse os dos movimentos, existen dos mesmos outras singularidades e diferencias na súa praxe e evolución. Pareceme, en primeiro lugar, que as condicións objetivas do feito regionalista presentan unha maior complexidade no caso bretón, por canto, ademais dos lugares da fala francesa, o territorio de Bretaña aparece claramente dividido lingüísticamente en dúas zonas ben delimitadas polo uso do galó, a Alta Bretaña, e do bretón, a Baixa Bretaña ou Bretaña do Oeste. E o tema complícase máis porque o bretón esgállase en varios dialectos que no caso do Barnet resistra unhas divergencias moi acentuadas. E a ENSAF, por tanto, non poderá por menos que adaptarse á realidade desta greva, concentrando o seu esforzo propagandístico na Baixa Bretaña, onde o sentimento celta e nacional eran máis fortes. Todo ello contrasta coa distribución relativamente homogénea do idioma galego en todo o territorio. Así mesmo, a máis doada aplicación de medidas uniformizadoras do Estado francés que afectaban negativamente ao idioma autóctono, como o achegamento xeográfico, aparato estatal máis desenvolto, mellores vías de comunicación e máis potentes medios de difusión do idioma e ideoloxía do patriotismo francés, entre outras, contribuiu a crear un sentimento de desapego cara á propia identidade bretona. Tamén o uso da lingua e a actitude de lealdade cara a ela por parte dos seus falantes vense máis afectados no caso de Bretaña por mor da máis temperá e extensa implantación do sistema escolar en Francia. Unha característica común que incidiría no galeguismo en esa será a modificación un tanto arbitraria dos territorios tradicionales ao sustituir, no caso galego, as 7 provincias históricas do reino polas 4 actuais en 1833 e, no caso bretón, ainda peor, porque a revolución el día 4 de agosto de 1789 fai desaparecer primeiro a autonomía legislativa, fiscal e cultural da que Bretaña gozaba dende a unificación do Ducado en 1532 para crear a homogeneización estatal francesa e logo, de seu uso e fora, todo un importante departamento, o Loira Inferior, actualmente Atlántico, onde atopábase además Nantes, a antiga capital do Ducado. Tamén nos dous países a organización administrativa ignorou a súa peculiar ordenación espacial de parroquias e comarcas. No terreno sociolóxico, constátase que a burguesía bretona, como a galega, amosan ser renuentes á asunción dos postulados regionalistas e logo nacionalistas. Outro tanto acontece coa xerarquía eclesiástica, pero por la contra, boa parte do eso clero colabora con esa, o cal non sucede no caso do catequismo, e tamén no marco español si ocurre no País Vasco. Quizás debido ao feito de que os dous movimentos operan en sociedades preponderantemente agrarias, con forte influencia da Igrexa e da nobreza, atopámonos con que algúns fidalgos, no caso galego, e señores dos castelos, no caso bretón, lles apoian por oposición á sociedade industrial e urbana que minaba os alicerces do seu poder. Sobre todo é a pequena burguesía con forte componente intelectual a que atura sobre as súas costas a dura tarefa da resistencia e integración. Agora ben, ninguno dos dous consigue presentarse entre as capas populares de campesiños, obreiros e mariñeiros. De feito, o grosso dos movimentos agraristas e sindicalistas, como acaba de decir Miguel Cabo, foron indiferentes á loita regionalista neste campo. Os dous foron, xa que logo, fenómenos minoritarios, o cal probablemente contribuíron un pouco ao seu elitismo.
Posiblemente o seu senso integracionista, predominantes en termos xerais, en ambos os dous casos, coadyuvase, como apunta Morvan Levez, a privancias de apoio social e de audiencia entre as masas, o cal non deixa de ser paradoxal, posto que o integracionismo deseñarse precisamente para favorecer a inclusión de amplos sectores sociais ao relegar a segundo plano as discrepancias de todo o xénero en aras do seu común interese nacional. Como consecuencia de isto, e tamén por a súa peculiar configuración ideolóxica e organizativa, van ter dificultades para proxectarse eficazmente na acción política e conseguir representantes nas instituciones dirigentes. Quizás coa excepción das eleccións francesas de 1936, en que o Partido Nacional Bretón, en coalición con consulto de asociacións bretonas, e un programa moderado que contemplaba certa descentralización e máis no ensino da lingua bretona, acabaron 15 escanos a Asamblea. Noutro orde de cosas, convén sinalar que tanto a ENSAB como o galeguismo exaltan, como temos dito ao inicio, as súas raíces célticas, procurando o engrandecimento da súa orixe, creando así un simbolismo antisimétrico capaz de contrarrestar o complexo de inferioridade e autoodio inducido desde a fora. Ambos tomarán como modelo a seguir o exemplo exitoso de Ciclano. É tamén común o discurso anticentralista por mor do trato de colonia que pensaban e dispensaba o Estado. Non foi preponderante ninguno dos dous casos o talante separatista. No galego tan só un pequeno sector do Partido Galeguista e grupos emigrados en Cuba ou Argentina, como por exemplo a Sociedade Nacionalista Condal, abogaron por tal forma. No caso de Bretón, logo Sebastián nos profundizará mucho máis en esto, pero a idea que teño é que a tendencia é algo máis forte e máis cedo, aparecendo en 1912 un manifesto separatista do Partido Nacionalista de Bretón, redactado por Camille de Mercier e Louis Napoleón de Roux, para, según decía o seu punto primeiro, agrupar as enerxías segregacionistas do país e protestar contra a opresión francesa mantida durante 4 séculos. E cando tivo máis forza e foi máis activo, coincidiu nos asentados anos da ocupación alemán. Alguna vez tamén utilizábase a amenaza de radicalización separatista para alcanzar concesións do poder temporal. Os escándalos que abanearon a Terceira República Francesa e a posibilidade de que Francia fora derrotada e surgiran novas posibilidades de independencia induciron a un sector da ENSAB a identificar a República con parlamentarismo, procurando unha alternativa nas fórmulas totalitarias nos anos 30 na que, nunha verdadeira deriva política, aliáronse coa Alemanha nazi e o régimen de Vichy á espera de que a derrota francesa posibilitara a independencia de Bretaña. En Galicia, a corrupción parlamentaria da restauración identifícase coa monarquía, quedando a baza republicana como fórmula de recambio pola que puido optar o galeguismo, sendo así máis refractario aos regímenes dictatoriais. A utilización de vías non pacíficas de acción política ten escaso relieve nos casos de ENSAB, en la que en algún momento hace cierta resonancia, como a organización llamada bretona, blanco y negro, relacionada con Partido Nacional Bretón y promovida por Celestin Leignet, lo que el profesor Sebastián es un especialista, que fixe una serie de atentados contra el símbolo da República e, en ningún caso, no elemento galeguista. O regionalismo bretón mantivo de continuo relacións con outras organizacións representativas das restantes nacionalidades oprimidas, xa se de Francia, como o Comité Central dos Comités Nacional de France no ano 27, ou dos territorios célticos de Europa. O galeguismo estivo sempre máis illado, mantendo só esporádicos contactos cos nacionalistas vascos e catalán como os pactos de Galiusca que sabes. A ENSAB, por outra banda, surde promovida desde o campo con gran participación da aristocracia que soldaba o bloco rural, mentras que o galeguismo, no que convive el liberalismo progresista e conservadorismo católico desde as súas orixes, proxectase desde as cidades se ven con un forte componente ideolóxico ruralista. E, para terminar, pois,
Decir que os dous regionalismos asentanse nos mesmos presupuestos diferenciais e justifican teóricamente o punto de partida e as razóns dos monumentos. Historia e lingua particular, terras delimitadas e concretas, raza distinta e gloriosa, herdanza do pasado, costumes e xeitos de vida propios e sentimentos de opresión ante un poder estrano afastado física e mental. Merci beaucoup. Muchas gracias. On va voir maintenant si M. Bertrand Carnet donne son point de vue conforme ou nuance. Alors, d'abord, je voudrais remercier l'organisation et Jean-François de m'avoir invité à parler du nationalisme breton au début du XXe siècle. Alors, je ne vais pas évidemment refaire une histoire comparative, ça vient d'être ébauché devant vous. On a bien compris donc, qu'il y a des points communs, notamment ce que Anne-Marie Caisse appelle la checklist identitaire, et puis il y a aussi des différences, et notamment l'audience en ce qui concerne les deux mouvements. Bon, vous n'êtes pas dupes, évidemment, je dis ça parce que je ne connais strictement rien au nationalisme. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au-delà des points communs et des différences, il n'y a strictement aucun rapport, aucun lien entre les nationalistes bretons et les nationalistes galiciens. Les gens du journal Breizatao n'ont strictement, on va le dire d'emblée, aucune considération pour les Galiciens. Ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas que ça existe, ou presque. Lorsqu'ils s'intéressent aux Espagnols, c'est principalement aux Catalans à la fin des années 20, et puis on les oublie, puisque finalement la lumière pour les Bretons se trouve au nord de l'Europe et non pas au sud. Alors je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ce que je peux dire aussi d'emblée, c'est que finalement ce nationalisme breton n'a rien de spécifiquement breton. On peut le considérer comme un rouage supplémentaire d'un vaste système non conformiste européen, plus ou moins articulé, qui s'est exprimé dans les années 20 à 40. Et finalement des non-conformismes qui prônaient la recherche d'une troisième voie politique, des gens qui se prétendaient ni à gauche ni à droite, ce qui veut dire que concrètement ils étaient un peu des deux. Et une troisième voie qui, en Bretagne, donc, a été explorée par diverses personnalités assez fortes, finalement, des gens dont on peut dire que le principal souci était d'être autre chose que ce qu'ils étaient déjà. Alors, ces gens-là, j'en retiendrai quatre que je vais vous présenter très très brièvement tout de suite. Le premier, puisque c'est peut-être le plus important d'entre tous, s'appelle Olivier Mandrel. Il est né en 1901, c'est le fils d'un général de l'armée coloniale, donc il est né à Paris, dans les Montartiers, au niveau des Invalides. Il mène des études d'architecture qu'il ne termine pas parce qu'il intègre très très vite l'équipe de Breizatao et le militantisme breton, donc il devient un pilier. Il crée sa propre revue dans les années 30, une revue qui s'appelle Spur, je vais en reparler. C'est un personnage qui est un peu comme une éponge, très friand des expériences politiques qui secouent l'Europe à ce moment-là. Il s'approprie un petit peu toutes les idées qui circulent pour les mettre à la sauce bretonne. Il se retrouve fasciné par l'Allemagne dans les années 30, ce qui le conduit à collaborer pendant la Seconde Guerre mondiale et à fuir en Argentine grâce à l'appui du Vatican, donc en 1948. Il revient en Europe par l'Espagne et puis il s'établit en Bretagne où il meurt en 1985. Il n'a jamais cessé son activisme. Le deuxième, Raymond Delaporte. Alors, un autre personnage, né en 1907 à Châteaulin, c'est le fils d'un avoué du Finistère, donc un notable local, orphelin très tôt. Son père est un érudit un peu original. C'est un type un peu casanier, assez sérieux, catholique pratiquant, très organisé et passionné par l'enseignement de la langue bretonne. C'est vraiment son cheval de bataille. Il passe un doctorat de droit
et se retrouve finalement en 1940 chef du Parti national breton. On verra peut-être dans quelles circonstances, ce qui évidemment le conduit à la collaboration et à l'exil en Irlande après-guerre. Il meurt en 1990 après avoir délaissé le militantisme politique au profit de travaux linguistiques. Le troisième, c'est Célestin Lenné, on vient d'évoquer son nom tout à l'heure. Donc il est né en 1908 et il est élevé dans la région brestoise. Fils de marin, lui-même prévoyait de devenir officier de marine, mais du fait d'une fièvre typhoïde qui le frappe aussi ses frères et sa mère, eh bien, il doit abandonner ce projet-là. Il devient orphelin parce que sa mère meurt à ce moment-là, au moment où il intègre aussi le militantisme breton. Faute d'être officier, il intègre l'école centrale, dont il sort ingénieur, très très bien classé, et se lance donc dans l'activisme, met ses talents de chimiste au profit de la politique bretonne, puisqu'il va provoquer divers attentats dans les années 30. Dans le même temps, ce catholique autrefois pratiquant délaisse progressivement sa foi chrétienne au profit d'une foi qu'il avait au début celtique puis nordique. Donc il essaye de poser les jalons en même temps qu'il construit une armée bretonne. Je vais vous expliquer ça. Une armée, on le devine ici, qui met au service de l'Allemagne pendant la guerre, ce qui conduit à fuir lui-même aussi en Irlande, où il meurt en 83. Le dernier, c'est Jan Fouéré, le plus jeune, donc il est né en 1910, c'est un fils d'inspecteur des finances, et donc c'est quand même la bonne bourgeoisie, un élève brillant, mais un peu rêveur, un peu dilettante, séducteur, opportuniste aussi. Il fait Sciences Po et la fac de droit, donc il sort docteur. Il est embauché au ministère de l'Intérieur, ce qui lui permet de donner des renseignements utiles à ses petits copains du mouvement. Fouéré a une ambition, clairement, une ambition régionale. Il se voit bien préfet, voire gouverneur de Bretagne, dans une Bretagne donc autonome indépendante. Lui aussi, il milite pour l'enseignement du breton que par ailleurs il ne connaît pas. Pendant la guerre, il anime deux quotidiens régionaux assez puissants, ce qui lui vaut évidemment des soucis à la libération. Il fuit en Irlande où il peut malgré tout poursuivre son combat politique puisqu'il crée le mouvement pour l'organisation de la Bretagne en 1957, un parti qui ne dure pas très longtemps. Et lui-même donc est décédé il y a peu de temps, puisqu'il est mort en 2011, à 101 ans, donc le militantisme, ça conserve visiblement. Alors, donc voilà mes personnages, des personnages qui sont hantés finalement par divers spectres qui les ont conduits au militantisme. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le nationalisme breton au début du XXe siècle, il faut l'envisager en termes de génération. Tout à l'heure, Miguel a évoqué la génération du front. Et bien, eux, c'est celle qui suit précisément, c'est-à-dire c'est la génération de gens qui étaient enfants ou adolescents pendant la guerre. Ils sont nés, vous avez vu, donc, entre 1900 et 1910, et ils constituent ce qu'on a pu appeler la génération sans sourire. Je vous explique bien ces termes-là. Ou aussi en Allemagne, on appelle ça la génération inutile ou génération superflue. Alors, génération sans souvenir, parce que ces gens, enfants, pendant la guerre, ont été mobilisés par l'enseignement, par la lecture, par la prière, par les jeux, dans la croisade de la civilisation contre la barbarie. Ce sont des gens qui ont été très tôt habitués à la violence, qu'elle soit physique ou mentale, et donc ils ont très vite été marqués par le politique. Quelques exemples, Morel est enfant lorsqu'il dessine la guerre. Alors il reprend des motifs qu'il trouve dans la presse, évidemment. Par exemple, ici, l'église de Plaisantaine, c'est une image connue assez populaire pendant la Grande Guerre. Par exemple, au-delà de l'église détruite, ce qu'on montre ici, c'est la barbarie allemande qui s'en prend à la fois catholique. C'est un message politique que le jeune Morel s'approprie ici. Il dessine aussi des blessés. Et pas n'importe quel blessé, vous voyez ici, les légendes sont de Morel. Il a quoi, 13-14 ans quand il dessine ça, après un bombardement ou après 48 heures de bataille et de bombardement. Ce sont c'est le choc post-traumatique en fait, qu'il dessine ici. Donc il a bien conscience de ce qui se passe.
Autre exemple, travail scolaire, il est en 4e lorsqu'il réalise ce dessin, on voit qu'il est quand même assez doué, tout petit, c'est un casque. Mais au-delà du casque, là aussi, c'est la taille du crâne que Mordred dessine, et un petit crâne, le crâne d'un animal qui peut être, alors ici vous voyez plutôt un rongeur, des rats, ou ici un profil plus porcin, invisible, ou la saleté. Et ici c'est Guillaume II, évidemment, qui est représenté. Donc Mordred, très tôt, intègre le discours racial de son temps, il lit la presse et il est capable de polémiquer avec des journalistes sur les théories raciales qui ont cours à ce moment-là. J'ai trouvé des lettres où il est encore enfant, où il peut reprendre des journalistes parce qu'ils ont fait des erreurs sur des théories raciales. Donc voilà une violence finalement symbolique intégrée très très tôt. Donc une génération sans sourire rompue à la violence. Une génération d'autant plus grave qu'elle comprend très très vite finalement que c'est pour elle que l'on se bat pour garantir un monde meilleur, et elle conçoit très très vite finalement un sentiment de culpabilité. Alors si ce n'est pas spécifiquement breton, on le remarque un petit peu partout en Europe à ce moment-là. Si les pères se battent pour leurs enfants, les enfants doivent se montrer dignes du sacrifice de leurs aînés, devenus responsables d'une guerre faite pour eux. Et bien les fils des héros doivent eux-mêmes vivre en héros et assumer la dette de sang de leurs parents. De fait, éduqués et instruits dans la perspective de leur propre sacrifice, ces enfants, ces adolescents, étaient eux-mêmes promis à la guerre. C'était leur destin, ils allaient la faire et ils allaient y laisser leur vie. Mais l'armistice a mis un terme à ce qui fut leur seul horizon pendant plus de 4 ans. Arrivés trop tard pour se battre, ces jeunes éprouvent véritablement le manque de ne pas avoir combattu, d'autant plus qu'à ce moment-là, le champ de bataille, dans le cadre d'un mythe de la guerre qui se répand un petit peu partout, le champ de bataille est conçu véritablement comme un lieu d'initiation. Il faut y être passé pour être véritablement un homme. Et Mordred le sait pas bien parce que son père n'arrête pas de lui répéter que c'est au feu qu'on voit vraiment les personnalités. Dans un livre qui paraît en 1928, qui s'appelle Né de la guerre, le titre est assez intéressant, on lit « Nulle génération autre que celle de la guerre n'a amassé un tel acquis, une telle expérience ». Véritablement, il fallait l'avoir fait. Bertrand de Jouvenel, qui fait partie de ces non-conformistes dont j'ai parlé tout à l'heure, l'expliquera plus tard dans ses mémoires, il dit « N'avoir pas fait la guerre était une infériorité durement construite ». Donc il faut compenser cela, et Célestin Géné l'explique assez bien. Dans son souvenir, il raconte finalement sa réaction lorsque l'armistice a été proclamé. Qu'allait-on pouvoir faire désormais si la grandeur de la patrie, l'héroïsme et toutes les vertus qui nous avaient menés à la victoire venaient à se démoder? À quoi allait servir la justice si l'on ne pouvait plus combattre l'injustice? À quoi pouvait-on s'occuper? Faire du sport, c'est bien faire. Dire des prières, c'est peu mouvementé. Travailler sans doute, mais pourquoi? L'aviation ne le tentait pas, il lui fallut bien davantage, au moins un voyage à la Lune, à la planète Mars. Et alors, évidemment, le mot Mars est intéressant puisque c'est le dieu de la guerre, et c'est la guerre qui manque derrière. Donc ces gens-là se trouvent condamnés à être ce que Céline décrit comme étant les puceaux de l'horreur, hein, c'est l'expression qu'il utilise dans Voyage de la nuit, des gens privés de l'expérience du feu, privés de l'expérience qui sépare les hommes des surhommes finalement, c'est-à-dire eux-mêmes de leur propre père, à qui il devient quasiment impossible de s'identifier et qu'on va rejeter finalement progressivement. Ces gens-là donc sont sujets à ce que, reprenant l'expression de Dominique Fernandez dans la biographie qu'il consacre à son père, j'appelle le complexe de Mars, c'est-à-dire un déficit d'héroïsme guerrier, ici d'une culpabilité de ne pas avoir honoré sa dette de sang, qui pousse des jeunes à explorer leur propre personnalité potentielle dans des expériences cathartiques bouleversantes. Ça peut être le sport, la vitesse, et ici, ça sera la politique. Et la politique, en Bretagne, tant qu'à faire. Alors, j'en viens directement vous en rendre compte, c'est pas un hasard si c'est en septembre 1918, dans les parages de l'Action française, qu'a été créé le groupe régionaliste breton, qui aura bientôt son journal, Réalisatao, en Bretagne toujours, enfin, c'est ce qu'il pensait être la traduction de Bretagne toujours. Alors là-dedans, de jeunes étudiants et des anciens combattants qui ne sont pas beaucoup plus âgés qu'eux, mais qui ont l'expérience du feu.
Et ces anciens combattants, eh bien, on en cherche évidemment un accompagnement facile. Alors, parmi ces jeunes gens, ces étudiants, il y a Morvan Marshall, que tout le monde connaît indirectement, puisque c'est lui qui a inventé le drapeau breton. On voit un petit peu partout maintenant. Le drapeau connu de tous, Marshall est complètement oublié, il est mort en 1963, alors qu'il était devenu vraisemblablement le meilleur client du bistrot qu'il tenait à Laval. Alors vous voyez, ce sont vraiment de jeunes gens, hein, c'est 20 ans sur cette photo-là. Marshall est étudiant en architecture et il fréquente aussi la revue La Glorieuse Bretagne des Armées, tenue par des anciens combattants. Mordrel raconte les frissons qui le parcourent lorsqu'il arrive au groupe régionaliste breton où s'expriment des anciens combattants qui racontent leur guerre, et lui-même fréquente pas mal d'autres anciens combattants. Évidemment, ça ne peut pas être son père, ça sera des gens différents. Lui-même prend le pseudonyme de Erguédour. Erguédour, en breton, c'est le veilleur, c'est aussi le titre d'un poète de Yann Mercalor, qui est un poète breton qui est mort pendant la Grande Guerre. Donc là, c'est tout un symbole aussi. Mordrel joue aux anciens combattants véritablement. Et dès son premier article, dans Bresato, Mordrel fait l'éloge, je cite, de la guerre, noble et implacable, d'homme à homme, où se reconnaissent les frères d'une même race pour qui la guerre est un devoir et une nécessité, qui se tutoient avant le combat, s'embrassent. Et on est en plein dans le mythisme. Alors, il ne faut pas oublier non plus que pour ces jeunes gens, certains viennent de Paris, d'autres de la ville, et bien la Bretagne, et notamment la Basse-Bretagne, c'est véritablement une terra inconnue. Une terre d'aventure, une terre de découverte, une terre exotique, on y parle une autre langue, on y porte des costumes étranges, et là, Marshall porte un costume breton, il sait très bien ce qu'il fait, parce qu'il se promène comme ça dans les rues de Rennes, et il effraie le bourgeois. Il est très content de l'effet qu'il fait de cette façon-là. On y découvre aussi une pauvreté qui étonne, évidemment, ces jeunes bourgeois. Mordrel, en 18, traverse la Bretagne en vélo. Ça pouvait être assez risqué quand même à l'époque, et il découvre de véritables indigènes, pour le dire. Et pour les intellectuels des temps modernes, c'est tout à fait intéressant. Donc Bretagne, aventure, guerre par procuration, tout se mélange finalement dans ce groupe régionaliste breton à la faveur de réunions bien arrosées, où l'on imagine des expéditions plus ou moins légales. Je cite Mordrel, dans une atmosphère qui donnait à la fois du repère révolutionnaire, du corps de garde de Commandos et de la salle de répétition de Saxe-Celtique. Cependant, la chaude ambiance de ces quelques soirées originaires là, ne doit pas masquer la réalité de ce qui se joue. Au sortir de la Grande Guerre, le champ du sensible de ces jeunes gens, structurés entre les deux axes que sont héroïsme et victimisation, est en profond déséquilibre. Ils sont saturés d'héroïsme et ils se font victimes. C'est-à-dire qu'ils vont passer progressivement de l'expérience perdue de la guerre à l'expérience de la guerre perdue. Sur 20 ans de parution, dans presque la moitié de ces livraisons, le journal Breisatau évoque l'impôt du sang, ou les 240 000, alors le chiffre change, c'est variable, ça dépend des jours, mais 240 000, on va dire ça comme ça, Bretons qui sont tombés pendant la Grande Guerre. Alors la revue est véritablement hantée par le souvenir de ces morts qui semblent d'abord être le rappel d'une dette contractée par une France injuste envers des Bretons dont elle se serait honteusement servie, sans donner en retour à la Bretagne les faveurs pour lesquelles les Bretons étaient morts au front, et notamment l'enseignement de la langue bretonne. Mais personne n'est dupe de ce discours, très très vite, il faut se plier à l'évidence. L'évidence, c'est que les 240 000 Bretons ici ne sont pas morts pour la Bretagne, mais bel et bien pour la France. Et Breisatau évoque, alors, je cite, les 250 000 fils qui, au lieu de courir dans les barbelés de l'Est, auraient mieux fait de prendre exemple sur l'activité déployée par les volontaires en Irlande, celui qui s'était révolté en 1916. De là, j'allais dire un constat aussi simple qu'insoutenable pour ces jeunes militants. La guerre a débrettonisé, francisé le pays, les Bretons sont devenus français, ils ont donc dégénéré, et c'est ce que viennent leur rappeler les 240 000 spectres-là qui hantent le journal. Et du coup, Breisatau constate sans arrêt l'introduction en Bretagne de l'esprit, je cite évidemment à la volée, l'esprit parisien, des mœurs d'apache, du système D assimilé à certaines habitudes d'immoralité. Mordrel affirme que tous ceux qui ont connu la Bretagne en 1912 ou 13 ont eu toutes les peines du monde à la reconnaître en 1920 ou 22.
10 années de guerre et d'après-guerre avaient plus détruit des figurés souillés son noble visage que 100 ans de régime monarchique, impérial et républicain. Alors on pourrait percevoir ici finalement ce que la psychanalyse appelle la projection, c'est-à-dire le refoulement vers l'extérieur, c'est pas moi, c'est lui, hein, c'est pas moi qui suis inférieur, c'est l'autre qui a dégénéré. Mais on ne psychanalyse pas la mort et on se contentera du constat que pour ces jeunes gens, finalement, la Bretagne a perdu la guerre. C'est une défaite qu'ils disent ici. Une défaite qui implique deux choses. D'une part, il faut régénérer la Bretagne, et d'autre part, il faut la venger, donc il faut combattre la France. Alors les premiers espoirs de résurrection de la race bretonne sont placés dans la fréquentation des supposés frères celtes. Morel explique très bien que le panceltisme sauvera la Bretagne. Le panceltisme lèvera les voiles qui obscurcissent nos horizons. Il nous rendra d'autres services. Les Bretons sont impuissants à se réaliser parce qu'ils ne savent pas distinguer ce qui dans leur pays est à eux et ce qui a été apporté du dehors. Au contact des celtes insulaires, ils pourront éliminer de leur esprit, de leur culture, de leur mœurs, les scories latines qui en font l'harmonie et en amoindrissent la force. Je rappelle que la mère de Morel était d'origine corse. Alors, de fait, on prend contact avec les Gallois et avec les Irlandais au début des années 20. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais pour diverses raisons, finalement, ces contacts tournent court. Les voyages qui sont faits au Pays de Galles et en Irlande ne portent pas leurs fruits. Ils sont décevants puisque Morel et ses amis font un constat amer, finalement, qu'en guise de fraternité celtique, il existerait plutôt une hiérarchie des Celtes qui verrait des vrais Celtes au nord et des Celtes au rabais au sud. C'est vraiment l'impression qu'ils ont à ce moment-là. Du coup, il faut se tourner vers d'autres supports, d'autres nouveaux frères, on va dire. Alors, ça ne sera pas des frères de sang, du coup, mais ça sera des supposés frères de sort, cette fois-ci. C'est-à-dire des gens qui partagent finalement la même oppression française. Alors, ces frères de sort sont les Flamands, et puis surtout les Alsaciens. Alors, on dit souvent que le modèle du mouvement breton, c'est l'Irlandais. Vous savez, le mythe irlandais est permanent malgré les déconvenues. Peu de relations finalement entre Brésato et l'Irlande, mais on continue de fantasmer là-dessus. Par contre, ce qui est réellement déterminant dans la structuration du mouvement breton, c'est l'exemple alsacien. Là, c'est du concret. Lorsque les jeunes du Heimatbund en Alsace créent un parti autonomiste alsacien en 1926, les Bretons font exactement la même chose en 1927. Lorsque les Alsaciens rédigent un manifeste pour le Heimatbund, donc toujours en 1926, les Bretons font exactement la même chose en 28. Et on peut lire les textes, comparer ce qu'il y a dedans, c'est quasiment la même chose. Donc les Bretons, c'est clair, copient les Alsaciens et ils produisent finalement un texte qui est très dans l'air du temps, c'est-à-dire qui est inscrit dans ce qu'on appelle les mouvements réalistes. Et c'est là qu'on va rencontrer les non-conformistes finalement, des mouvements réalistes. Alors qui sont-ils? Ce sont des gens, alors par exemple Jean Lucher, ce sera ici Philippe Lamour, que vous connaissez peut-être, puisque c'est un des pères de l'aménagement du territoire en France. Des jeunes gens qui veulent moderniser l'économie, qui veulent défendre la paix, qui ont un projet européen fondé sur le rapprochement franco-allemand, ils veulent réformer l'État et ils veulent aussi créer une force politique. Réel enthousiasme, un dynamisme chez ces gens-là. Et alors, parmi ces gens, donc Philippe Lamour, ici, est aussi quelqu'un de très important pour le mouvement breton. Il est né en 1903, lui aussi a raté la guerre, et pour lui aussi c'est véritablement un drame. Il explique très bien dans un bouquin méconnu mais très très intéressant qui s'appelle Entretien sous la Tour Eiffel. Il est avocat, on le voit ici. Tout jeune, il rejoint l'Action française avant de rejoindre le faisceau de Georges Valois, un parti fasciste éphémère. Il fonde lui-même son propre parti fasciste révolutionnaire, mais qui connaît strictement aucune audience. Ça a duré quelques mois seulement cette expérience politique. Et en 1929, donc, il rejoint l'équipe de Brézatao, où finalement son discours réaliste, ce qu'il raconte dans Entretien sous la Tour Eiffel par exemple, est capté par les Bretons, et les Bretons se contentent de changer le mot réaliste par le mot utile. Voilà. Et sinon, on raconte exactement la même chose. Surviennent les élections de 1929, les élections législatives,
qui sont évidemment un fiasco, puisque ce parti autonomiste breton n'a strictement aucun écho auprès de la population. Les scores sont calamiteux, on a engagé pas mal d'argent là-dedans, et c'est toujours pareil, il y a quelques sous, les rats quittent le navire, plus personne ne s'en va, les querelles éclatent. Alors apparemment entre vieux et jeunes, entre fédéralistes, nationalistes, entre la gauche et la droite, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais bon, il y a aussi une sorte de personne et d'ego quand même très très fort là-dedans. Le parti autonomiste éclate et une douzaine de militants réunis dans une chambre d'hôtel fondent le Parti national breton en 1931. On abandonne le réalisme. On abandonne aussi les rêves de celtisme qui sont liés toujours un peu au régionalisme un peu du 19e siècle, là c'est un petit peu passé. Et on se tourne vers de nouvelles tendances parisiennes, le spiritualisme ou encore le personnalisme tel que les revues comme Esprit par exemple peuvent l'expliquer. Donc là, une nouvelle parenté de sorte supposée, on lit Esprit, on lit l'Ordre Nouveau. On se tourne vers ces jeunes révolutionnaires parisiens, Emmanuel Mounier par exemple, Robert Aron, qui diagnostique une crise de la civilisation, qui rejette le matérialisme et l'esprit bourgeois, qui rejette le matérialisme, qui rejette le centralisme, et qui veulent redonner à la France finalement une vocation héroïque en retrouvant donc une tradition spirituelle et personnaliste, c'est-à-dire que le personnaliste c'est créer un homme nouveau qui ne soit ni le capitaliste ni le communiste. Donc on cherche autre chose, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au fascisme et au nazisme notamment. Par exemple, Yann Fouet, dont je vous parlais tout à l'heure, est un fervent lecteur de la revue L'Ordre Nouveau. Il est aussi admirateur du plan du 9 juillet, en qui certains voient un fascisme technocratique à la française. Et c'est sur ces principes spiritualistes finalement qu'il fonde son association Art, Raison et Classe-École, le breton à l'école, donc en faveur de l'enseignement de la langue dans les écoles publiques. Ce qui s'argumente, c'est vraiment la base spiritualiste qu'il trouve dans l'Ordre Nouveau. Il dit par exemple, la lutte pour la Bretagne est une lutte profondément humaine, largement universelle, car nous nous refusons à considérer la Bretagne sans considérer le reste du monde. C'est une lutte pour un principe spirituel. Raymond Delaporte, qui mène le même combat mais dans les écoles privées, voyage beaucoup en Europe, essaie de voir quelles sont les expériences d'écoles bilingues, notamment au Pays et en Irlande, et lui aussi veut créer un homme nouveau par l'enseignement de la langue bretonne. Et c'est sous son impulsion, je pense, qu'on commence à utiliser assez massivement le terme d'Enzao. Pour qualifier. Alors aujourd'hui, Enzao, c'est le nom qu'on donne au mouvement breton en général. La traduction qu'on lui donne la plupart du temps, c'est soulèvement, relèvement hors. C'est comme ça qu'on dit relèvement en breton. Si je m'en tiens à la racine de ce néologisme-là, on a affaire à une élévation de sur soi-même. C'est comme ça que j'appelle moi le personnalisme breton, cette volonté de créer un homme nouveau breton. Mais là encore, échec. Si les thèses de l'Ordre Nouveau ou la revue Esprit intéressent les activistes bretons, eh bien l'inverse n'est pas fait du tout. Les Parisiens méprisent largement ce qui se passe en Bretagne. Il ne reste plus qu'à se tourner alors vers un allié un peu plus discret, mais qui va être opportunément considéré comme un parent à la fois de sang et de sort, c'est l'Allemagne. Dès le début des années 30, Mordel est fasciné par ce qui se passe en Allemagne, où il se rend à plusieurs reprises, et sous son impulsion, très vite, Brézatao défend l'idée d'une parenté raciale entre Germains et Celtes, qui seraient réunis sous la même voûte nordique. Désormais, dit-on, le salut des Bretons passe par, je cite, le retour des peuples du Nord à leur tradition ethnique. C'est pour ça qu'il a reçu un point là-dedans. En 1933, Mordel s'inspire du nazisme pour élaborer un programme politique qui s'appelle Saga. Évidemment, là, la référence à la littérature scandinave est très claire. Saga pour Strola Targetet-Patsaret, c'est-à-dire le parti des Celtes relevés. Et un programme clairement inspiré du nazisme, avec des théories qui s'appuient aussi à l'Ordre Nouveau. Mais un programme qui est un peu discuté, mais pas trop, qui n'est pas franchement rejeté, mais qui n'est pas adopté non plus. Et puis, alors comme c'est le cas à chaque fois qu'on en rappelle, dès qu'il propose une idée qu'on n'en veut pas, il oublie qu'il passe à autre chose.
Et finalement, passer à autre chose, c'est d'une certaine manière abandonner les références claires au nazisme pour aller vers quelque chose de plus comment dire, aller au racisme du nazisme, vraiment. Et c'est là qu'il va s'intéresser à la révolution conservatrice allemande, aux théories de Spengler notamment, qu'il va abondamment développer dans la revue Stur, en 1933. Dans Stur, Morel reprend abondamment la philosophie de Spengler, qui voilà, veut réveiller l'homme faustique qui est en chaque breton, le barbare qui sommeille en chaque breton, le guerrier, il faut le réveiller. Et on a ces huit traits maintenant, breton, celte, guerrier, nordique, tout ça c'est là. Alors, lorsque Morel explique ça, évidemment, il tient le même discours que Célestin Lenné au même moment. Lenné lui affirme que si ses contemporains ont dégénéré, ils ne sont plus dignes de leur clan et des ancêtres guerriers, c'est qu'ils n'ont plus assez de foi celtique. Donc il faut retrouver cette foi celtique. Et pour la retrouver, eh bien, il faut retrouver la force violente des Nordiques, une force nécessaire, sans état d'âme. Le racisme qui définit l'ennemi et justifie la guerre, l'ignorance du bien et du mal. Notamment, sans doute, il a lu Nietzsche, il a lu Maître Eckhart également, mais surtout, Lenné est inspiré dès 1934 par un jeune homme, un jeune Allemand qui s'appelle Gerhard von Tevler, qui est un jeune celtisant allemand, qui est en même temps aussi agent de la Wehr2, c'est-à-dire des services secrets allemands, qui est un petit peu, si vous voulez, pour faire simple, le commis voyageur de la révolution ethnique en Europe. C'est un type qui voyage un petit peu partout pour réveiller le sentiment national et faire éclater finalement le diktat de Versailles. C'est ça l'idée. Alors, Fontevraud, que vous voyez ici, là, j'ai pas de souris, c'est celui qui est juste. Donc, est proche de la SS, c'est l'Institut scientifique de la SS, à Neunerbe. Il est proche aussi d'un théoricien allemand qui s'appelle Friedrich Hilscher, qui est un intellectuel de la révolution conservatrice, un peu original, un peu gourou, si vous voulez, qui a fondé une église indépendante et qui, en même temps, est le chantre d'un Reich nordique dominant l'Europe. Évidemment, Lenné capte toutes ces influences-là et il propose dès lors sa propre vision héroïque de la vie, je cite. C'est dans la lutte qui a trempé et élevé les hommes, qui sauvegarde les puissants et leur assure la vie. Ce qui est à craindre, c'est que l'aspect. Ce qui est à craindre, c'est que l'aspect guerrier ne s'affaiblisse dans notre idéal. Donc le breton doit se receltiser, il doit redevenir un guerrier. C'est affaire de possession et d'incarnation. Et pour ça, il y a donc différentes façons d'y parvenir. La première, c'est s'inspirer des Wandervogel, les oiseaux migrateurs en Allemagne, c'est-à-dire d'autres mouvements de jeunesse de ce temps-là qui partaient sur les chemins, le sac au dos et la chanson aux lèvres pour raffermir leur foi, chercher dans le contact avec la nature, l'homme réel opposé à l'homme artificiel qui pour les Bretons est l'homme francisé. Et alors on se rue dans la nature. Alors, c'est assez intéressant. On parlait tout à l'heure de l'importance du monde rural dans le nationalisme. Évidemment, le paysan est considéré comme le dépositaire des racines les plus pures auxquelles il faut se ressourcer. Mais en même temps, donc c'est l'argument qu'on tient vraiment à Breisaton. On va aller à la rencontre du peuple. Mais en guise de peuple, on aime surtout fréquenter des ruines où il n'y a personne. Parce que le peuple il est fantasmé. Ce qui n'est pas intéressant, c'est le vrai peuple puisqu'il est dégénéré. Donc on va, par-delà le temps, la chronologie, essayer de retrouver un autre peuple beaucoup plus fréquentable. Donc des ruines qui sont finalement des témoignages de la grandeur des temps passés et puis en même temps la manifestation de la déception du présent qui sont le sentiment d'être né au mauvais moment et qu'un autre présent serait possible. Donc on assiste à un spectacle un petit peu curieux de bretons francisés, donc je crois morts, et qui viennent chercher une âme dans les ruines, donc finalement au contact de fantômes, qu'ils considèrent comme étant les fantômes des glorieux ancêtres disparus, c'est-à-dire des gens qui sont eux réellement vivants. Et ce qui est curieux, c'est que dans les années 30, à la fin des années 30, on va mener des pèlerinages comme ça sur les champs de bataille, et on va les faire la nuit. Et lors de ces pèlerinages,
on assiste à une espèce de spectacle vampire finalement où eh bien, les militants viennent se ressourcer auprès des cadavres. C'est un petit peu ça. Nous ne voulons pas que le peuple breton emprunte le chemin qu'il a parcouru en chantant en 1914 pour revenir en 19 déchiré. Vous voyez l'héroïsme des soldats du Moyen-Âge, voilà, contrebalance la trahison de ceux de 1914. Nous ne sommes pas bâtis sur le gabarit de ceux qui nous ont précédés. L'ombre des 6 000 héros tombés à Saint-Aubin-du-Cormier pour défendre l'indépendance bretonne plane sur nos fronts et vivifie nos cœurs. Vous voyez le type de discours qu'on peut tenir lors de ces pèlerinages. Deuxième façon de combattre la France, eh bien, les principaux rédacteurs de Parisotto reprennent à leur compte finalement des arguments qui ont permis aux Français de 14 de justifier la guerre contre l'Allemagne. Je ne vais pas passer plus en revue, mais quelques exemples seulement. D'abord, la Grande Guerre de Parisotto est une guerre de revanche. Une guerre de revanche puisqu'il y a à l'est de la Bretagne des provinces perdues qu'il faut reconquérir. En 14, c'était l'Allemagne, là c'est le pays gallo, puisqu'on n'y parle plus breton, on parle français, et donc il faut rebretoniser ces provinces-là. On dit d'ailleurs très clairement aux gens du pays gallo qu'ils doivent apprendre le breton s'ils ne veulent pas être des étrangers en Bretagne. C'est clair. Deuxième argument, c'est une guerre du droit. Et on ressort périodiquement, évidemment, le traité de 1532 ou la Révolution française qui a supprimé les parlements. Donc la France n'a pas tenu sa parole, la Bretagne mène une juste guerre du droit. Troisième argument, pour Parisotto, le français est un barbare. Comme étaient les Allemands en 1914 pour les Français, un barbarie moral, décadent. La France, je cite, a perdu tout sens moral, toute pudeur. Votre est dans la pourriture, l'abrutissement, la mocheté, la pauvreté, le mensonge, l'injustice et le mal, la fausse science, le vide de sa civilisation. De fait, le combat breton prend lui-même l'allure d'une croisade de la civilisation contre la barbarie, sur le modèle de celle qui ravagea l'Europe entre 1914 et 1918. Dans cette croisade, le Celte, nordique, fort, énergique et pur, est l'ennemi du latin dégénéré, jouisseur, dont la présence en Bretagne doit être éradiquée. Mortel écrit, tant qu'ils ne nous auront pas rendu nos libertés, tant que nous ne les aurons pas reprises, il n'y aura entre nous ni paix, ni amour, ni trêve, seulement une lutte sans merci. En ce sens, donc, le combat breton est présenté dans le journal comme une tentative de purifier la Bretagne de son ennemi intérieur, le breton francisé. Alors quelques années plus tard, en évoquant ces arguments-là, Lenné parlera avec mépris d'une guerre des mots. C'est bien beau d'écrire dans un journal, mais ça ne sert à rien. C'est que lui-même prône l'action. Dès 1932, il fonde une société secrète, Bolénadu, on l'a dit tout à l'heure, blanc et noir, une société qui fait exploser à Rennes le monument commémorant l'union de la Bretagne à la France. La même année, c'est une voie ferrée qui est dynamitée à la frontière de la Bretagne pour empêcher le train présidentiel de pénétrer. En 1936, Bolénadu tente de provoquer des incendies dans plusieurs préfectures bretonnes. Des bâtiments sont régulièrement barbouillés de divers slogans anti-français et antisémites également, ce qui vaut un procès à Lenné, et c'est ce procès qui fait de lui véritablement un héros. Lenné fascine les jeunes militants, véritablement, des militants qu'il réunit dès 1937 dans une structure qui s'appelle le Cabernet, c'est le sillon de combat, petite troupe paramilitaire, qui fait de l'entraînement. Alors Lenné, c'est celui qui tient la carte, et puis derrière, vous avez des jeunes qui considèrent son état-major un petit peu plus tard pour certains d'entre eux. C'est pas moi qui ai caché les yeux, hein, c'est la photo comme ça. Alors avec ces gens-là, ils sont une vingtaine, et on fait de la marche, on reçoit une instruction militaire véritablement, on fait des manœuvres fictives sur le terrain aussi, dans l'attente de faire le coup de main, puisque la mobilisation se profile à l'horizon, on est à la fin des années 30. Et en 1939, grâce à ses appuis en Allemagne, Lenné arrive à se faire livrer des explosifs et des armes pour enrayer la mobilisation. Seulement, lorsque la mobilisation est décrétée, Mortel est déjà réfugié à Berlin, le journal a été saisi, et Lenné, contre toute attente, personne n'a compris, a rejoint son régiment pour aller faire la guerre contre les Allemands. Le seul attentat qui a été perpétré, apparemment, survient lorsqu'un militant, très symboliquement, décide d'uriner contre la pique d'un pont.
En fait, le mouvement breton est déstabilisé pendant toute la drôle de guerre, puisque la base est coupée de ses chefs et ne peut plus agir. Et les chefs sont réfugiés à Berlin, où ils tentent, tant bien que mal, de mettre en place ce qu'ils appellent le gouvernement breton en exil. Alors, les Allemands, au début, sont assez prudents, ne veulent pas avoir affaire à eux, puisque pendant pas mal de temps, plusieurs mois, on veut encore ménager la France. Mais à partir du mois de mai, c'est terminé. Et là, on se sert des Bretons pour faire de la propagande. Ils peuvent parler à la radio, ils peuvent publier des petits bulletins dans lesquels ils appellent leurs compatriotes à déserter, à se rendre aux troupes allemandes, ce qui leur vaut évidemment d'être condamnés à mort immédiatement pour trahison. La France est envahie et le gouvernement breton en exil, comme il s'appelle, revient à Rennes pour remonter un nouveau journal qui s'appelle L'Or bretonne, remonter le Parti national breton, mais un parti qui est un peu trop remuant, puisque là, du coup, certains militants se croient tout permis, puisqu'ils sont des Allemands. La force de se croire tout permis devient vite impopulaire au sein de la population, et les Allemands décident de destituer des chefs, donc Mornay est déposé. On l'envoie en résidence en Allemagne, alors il prétend qu'il est le premier déporté français de la Seconde Guerre mondiale. Il était parti faire du ski dans le Tyrol. Mais à la place, donc, on met Raymond Delaporte, qui est jugé beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile à manipuler. Alors, commence une période, évidemment, qui est souvent qui est assez connue maintenant de l'histoire du mouvement breton, et qui est souvent résumée à quelques images très simples, d'autant plus qu'elles sont scandaleuses à souhait. Par exemple, celle-ci, où on voit les Bataillons lourdes, c'est-à-dire le service de sécurité du Parti national breton, donc en train de faire ses manœuvres. Ici, on est à Quimper en 1941, je crois, 43, je sais pas. Alors évidemment, voilà, on voit bien l'idéologie qu'il y a derrière. On est clairement dans un parti fasciste, il n'y a aucun doute, et on est clairement aussi dans une entreprise de collaboration, puisque c'est de ça dont il s'agit. Massivement, le nationalisme breton a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale pour diverses raisons idéologiques, on le voit bien, parce que la Allemagne est évidemment là. Pour des raisons d'opportunité aussi, on fait un peu de relation contre l'argent, puis on relaie la propagande anti-bolchevique et anti-sémite également. Donc voilà comment ça se passe. En même temps, ce qu'on ne voit pas sur cette image-là, ou ce qu'on devine finalement, c'est la pauvreté des moyens dont dispose ce Parti national breton, qui doit avoir un budget à l'époque de 150 000 francs, dont les 2 tiers sont assurés par l'Allemagne. Ce qui est important au regard du total, mais ce qui est assez peu finalement pour un parti, pour espérer devenir réellement un parti de masse. Et c'est un parti qui vit des dons de certains militants. Là, les soldats sont habillés avec leur propre vêtements. C'est désormais qui vont dire très clairement. Le but du jeu pour les Allemands, c'est de donner un petit peu pour fidéliser, mais pas trop pour embourgeoiser un parti. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces gens-là pour faire la délation. Si ils collaborent davantage, là on pourra leur donner davantage d'argent. Ça marche un petit peu de cette façon. Mais autre chose qui est moins connue sur cette période-là, c'est que finalement, ce qui s'est produit au-delà de la collaboration, eh bien, c'est ni plus ni moins que la mise en application des idées qui étaient promues par les non-conformistes des années 30 et de tout l'entre-deux-guerres. Et notamment la mise en application des principes communautaires. Un des maîtres mots des années 40, c'est la communauté. Une communauté qui était promue en France. Par exemple, Emmanuel Mounier, dès 1934, voulait mettre en place une espèce d'ordre communautaire religieux pour faire la politique autrement. En Allemagne, Junger, dans Le Travailleur en 1932, lui aussi veut mettre en place une espèce d'ordre d'élite. Il dit nous voyons naître ici une sorte de garde, une nouvelle colonne vertébrale de l'organisation combattante, une élite que l'on peut aussi qualifier d'ordre. Et dans la France occupée, finalement, beaucoup de ces non-conformistes qui là trouvent à s'exprimer enfin, prônent les communautés. Fouéré, par exemple, écrit la création dans chaque ville et dans chaque bourg d'une maison bretonne paraît le meilleur moyen de mener à bien la grande œuvre d'éducation populaire qui continue de s'imposer chez nous. Centre spirituel de la communauté des habitants, foyer d'où rayonneront la culture, l'enthousiasme et la foi. Les maisons bretonnes doivent partout se multiplier. Et celles qui sont déjà fondées ne demandent qu'à aider et animer les autres pour
que de proche en proche, l'exemple soit suivi. Et finalement, lorsque on lit ça, on n'est pas très très loin de ce que voulait faire l'apôtre Paul avec les chrétiens primitifs. Et c'est ce que je vais vous expliquer brièvement maintenant, c'est-à-dire que au-delà évidemment de la liturgie fasciste qui est mise en œuvre par ces partis politiques et par le Parti national breton pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a clairement le modèle paulinien qui est mis en œuvre. J'explique. Une des caractéristiques des chrétiens primitifs était leur rapport au temps. Paul est persuadé du retour du Christ sur terre et souligne parfois l'urgence de se conformer à ses prescriptions dans la lettre aux Corinthiens. Et là, je vous le dis, mes frères, le temps se fait couper. Dans la même optique, le chef du Parti national breton, Raymond de la Porte, catholique, écrit « J'attire l'attention de tous sur le fait que nous vivons un moment crucial de l'histoire de la Bretagne. Je fais remarquer à tous que les mois et peut-être les jours nous sont comptés pour réussir. L'heure des sacrifices, tous les termes sont intéressants, a sonné pour tous les Bretons dignes de ce nom. Être ou ne pas être, telle est la partie qui se joue pour la Bretagne. De fait, si le chrétien est celui qui croit en la résurrection du Christ et répand son message, le Breton est celui qui croit en la résurrection de la Bretagne et porte donc la bonne parole à ses contemporains. Comme en lointain écho à l'Épître aux Romains, dans laquelle Paul insiste sur la justification par la foi, de la Porte s'adresse à ses militants en ces termes, je cite, « Je ne crois pas aux miracles qui sauvent ceux qui ne sont pas dignes d'être sauvés. Et je ne crois pas que s'ils refusent de se débarrasser de leurs vieux défauts, les Bretons méritent d'être sauvés. Seul un commandement reconnu et obéi, et un accord profond et loyal entre tous, une discipline de fer pourra les sauver. Qui n'accepte pas cette règle n'a pas sa place dans le Parti national breton. Hors du parti, donc de la foi, il n'est point de salut. » Et c'est un discours qui vaille puisque le prosélytisme fonctionne. En quelques mois, le parti semble avoir triplé son nombre d'adhérents. On en est en gros entre 1500 et 2000 à un moment. Et c'est véritablement une nouvelle église que Raymond de la Porte met sur pied, une église hiérarchisée, avec un système pyramidal. Il rédige des statuts économiques, un règlement donc qui prévoit des sanctions et qui prévoit un fonctionnement théorique en tout cas, puisque c'est la question en fait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce chef-là prétend réglementer la vie elle-même de ses militants. Le chef est également moral, puisque le militant doit se marier exclusivement avec une bretonne. Et pas mal d'entre eux écrivent au chef du parti pour demander l'autorisation. Certains expliquent maintenant, j'ai vu, elle est pas bretonne, tu vas m'en vouloir. Donc, le parti fonde les mœurs et la morale aussi de cette nouvelle. Alors, cette église a aussi une liturgie, bien sûr. Alors, la photo est une photo de départ, c'est Raymond de la Porte qui est en train de parler ici. Donc, évidemment, ce sont les grands-messes, les grands-messes typiques des partis fascistes du temps. Des grands-messes, on dit qu'elles se déroulent comme un rite, dans une discipline absolue, ou, commentant ce que vous voyez ici, on dit, enfin Raymond de la Porte, chef du parti, clôtura le congrès par un discours de magnifique élévation, commencé en breton et terminé en français. C'est une journée de révélation pendant toute la journée. Ce fut la même ambiance fervente qui a souvent atteint aux émouvantes hauteurs du Vatican. Donc on écoute la prière, on chante des cantiques, puisqu'à la fin, évidemment, il y a toujours des chansons. Et à la fin de la messe, il y a évidemment l'Eucharistie, le banquet. Alors cette photo est assez extraordinaire, c'est véritablement la scène qui est représentée ici. Si vous comptez les personnages, hormis celui qui est là, qui tourne le dos, en fait, qui compte pas, vous en avez 13, avec le Christ au milieu, à la blanche de la porte, et vous avez le type qui a l'éliminatoire, Judas, puisque c'est un sacrifice qui quittera le parti. C'est assez extraordinaire. Le baptême existe aussi. Alors, le baptême, c'est la cérémonie de remise des drapeaux. Donc vous êtes des privilégiés, puisque c'est des images qui ne sont pas très très connues. Alors je vous lis le commentaire qui est publié dans leur Bretagne, qui décrit ce qui est en train de se passer ici. Au milieu des volontaires, formés en carré, stoïques malgré la pluie, il faut le dire, qui traversaient leur chemise d'uniforme, notre chef, Raymond de la Porte, s'avança. Alors monta dans le ciel, lentement, le drapeau national. Puis les drapeaux à croix noire et à fiscale furent apportés au chef.
Il les salua longuement, puis leur confia la garde de représentants des volontaires. Ceux-ci, comprenant quelle lourde charge venait de leur incomber, le reçurent avec émotion. Minute émouvante entre tout. C'était à eux, désormais, que revenait le soin de faire flotter dans les cieux le symbole de la jeune Bretagne, fière et forte de sa foi inébranlable dans ses destinées. Et ce n'est pas un banal défilé que nous assistons, mais à une prise de possession par la chef d'une troupe qui lui est totalement acquise pour le plus grand bien du parti et de la patrie. Je l'ai dit, Delaporte est catholique, il connaît très très bien son catéchisme, il a fait du théâtre quand il était enfant, et il sait très bien ce qu'il fait lorsqu'il se met en scène, déclamant un discours au milieu des ruines devant un parterre de militants soumis. Il n'incarne plus seulement le parti tout entier et la foi qu'il a dit, il est lui-même la Bretagne sortie du tombeau, enfin ressuscitée. Et il exhorte ses fidèles à ne faire qu'un avec eux. Il peut ainsi accueillir, en leur remettant la croix, les jeunes recrues trempés depuis dans la communauté des croyants en la résurrection de la vie. D'accord. Bon, on me demande d'arrêter. Alors, je très brièvement deux secondes. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Deuxième communauté. Alors, si la communauté que Delaporte essaie de mettre en place, celle que Célestin l'Aîné veut promouvoir, s'apparente davantage à une secte. Je vous ai dit qu'il était en train de quitter sa foi chrétienne pour une foi nordique. Et les préceptes qu'il veut mettre en place se résument en quelques idées très simples. Il faut élever la jeunesse bretonne à la vie religieuse dans le sens de la race résidentielle celtique, par les moyens directs de l'exemple vécu et de l'enseignement pratique et oral. Il faut organiser la vie religieuse nordique, une communauté discrète à l'intérieur des milieux bretons. Ce qui suppose évidemment un syncrétisme en fait entre la religion catholique et un paganisme directement importé d'Allemagne. L'Aîné va rédiger des prières, il se déclare lui-même druide, il va baptiser, je connais des gens qui ont été baptisés par l'Aîné, il va enterrer des gens, y compris un prêtre, il va aussi marier des personnes. Et puis il se fait chef donc d'une troupe militaire qu'il imagine être finalement un ordre religieux, ou à consonance religieuse. C'est une espèce d'ordre de disciples dont il est chef, qui est à la fois un ordre spirituel mais aussi un ordre de guerriers. C'est ce qui est connu sous le nom de l'unité Perrotte ou des Perrotte, on dit ça parfois comme ça aujourd'hui. Au-delà de la troupe supplétive qui a été le SD de Rennes dans la chasse contre les maquis et pendant la Seconde Guerre mondiale, cette troupe-là est mue aussi par un idéal mystique assez méconnu. Alors, pour conclure, évidemment, je vais aller très vite, je me dis bien que ce genre de communauté, si elles étaient en vogue dans les années 40, pose problème par la suite et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale a été très très problématique. Alors elle l'est moins aujourd'hui, mais elle a été problématique pendant plusieurs années où on a connu finalement, pour l'historiographie du moment breton, ce qu'Henri Rousseau a remarqué pour Vichy, c'est-à-dire 4 périodes consécutives. Une première période, c'est le refoulement, où il a fallu régler les comptes, désigner un coupable. Le coupable, ça a été Célestin l'Aîné, ce qui permet à tous les autres de se dédouaner. Deuxième période, le refoulement lui-même, et puis troisième période, eh bien, les fantômes ressurgissent. Lorsque le FLP fait des attentats en Bretagne dans les années 60-70, on repère assez vite dans le Boulet qui faisait partie des bagages musclos pendant la Seconde Guerre mondiale, et on lui demande de s'expliquer sur son passé. On le soupçonne d'être un nazi, donc il doit se justifier. Et c'est à ce moment-là que les historiens, les universitaires commencent à travailler sur le mouvement breton pour expliquer évidemment ce qui s'était passé. Donc très vite, dans les années 70-80, on sait grosso modo dans les grandes lignes finalement ce qui s'est passé en Bretagne, sans le mettre en liaison avec le reste de l'Europe, mais parce qu'on reste un peu breton quand même dans ces histoires-là, mais voilà, on sait quand même beaucoup de choses. Ce qui n'empêche que dans les années 2000 ressurgissent encore des fantômes. Et alors, c'est-à-dire que je parle de fantômes, on a mis en place en 2001 un colloque à Brest, c'est Christian Boujard qui l'a mis en place. Christian Boujard, que par hasard on a croisé ce matin sur la place ici, qui est en vacances à Saint-Jacques.
où là ressurgissaient encore les fantômes du passé, et il fallait expliquer, donc il y a une demande sociale très forte, qui voulait savoir ce qui s'était passé dans la Seconde Guerre mondiale, et les historiens ont dû réexpliquer finalement aux gens ce qu'ils avaient déjà expliqué 20 ans auparavant. Donc une mémoire problématique. Alors, pour synthétiser, finalement, en quelques mots, ce que peut être le parcours des nationalismes bretons dont je vous ai parlé, je prendrai une phrase de Raymond Becker, qui était un non-conformiste belge, et qui explique, à mon avis, de façon lumineuse, ce qui s'est passé. Les hommes de ce temps ont bien appris à mourir, mais il leur reste encore à savoir vivre. On a bien vu donc que ces gens-là étaient voués au sacrifice sur l'autel de la patrie et se sont retrouvés propulsés dans un monde qu'ils ne devaient pas connaître. Ce qui explique qu'ils ont toujours refusé la vie active au profit de ce qu'ils croyaient être une vie d'action. Et la Bretagne, pour eux, c'était la promesse enfin de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et alors, Lenné écrit, et c'est intéressant, le nationalisme est une mystique, une vengeance au niveau individuel. Et il dit également, je suis seul comme la perle incomparable, seul comme le soleil dans les cieux, et la cause, avec un C majuscule, dans laquelle je combats est la mienne à moi seul. Et finalement, c'est un petit peu le cas pour chacun d'entre eux, leur engagement politique et la Bretagne qu'ils ont dessiné sur la projection d'un mal-être et peut-être une thérapie individuelle, c'est-à-dire qu'ils ont vécu à l'échelle individuelle finalement le suicide de l'Europe auquel ils n'avaient pas pu participer. Et d'une certaine manière, ils sont des prophètes aussi d'une Bretagne qui s'attendait. Bon voilà, je vais terminer là-dessus. Merci.